Dans cette vidéo, on va parler de 4 polars de genres différents, avec des polars plutôt classiques, genre roman policier, genre Agatha Christie au hasard, et des polars plus récents avec un autre rythme. On a aussi du thriller psychologique, mais globalement, j'ai bien aimé tous ces livres, donc j'ai hâte de vous en parler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler polar, comme je vous le disais, avec des polars récents, puisque je vais vous parler de Norferville, le dernier livre de Franck Tillier chez Fleuve Noir. J'allais pas dire ça, j'allais inverser les maisons d'édition, attention. Je vais vous parler d'Emma de Jean Reno. Quand j'ai parlé de ce livre, lors d'un événement, enfin bref, je parlais de ma lecture en cours, et on me disait Jean Reno, mais genre Jean Reno? Ouais, genre Jean Reno, ouais, oui. Le Jean Reno, on est d'accord. Donc Emma chez XO, voilà pour les nouveautés. En livre un petit peu moins récent, on a Rentre avec la nuit de Lisa Jewell qui est sorti chez Hauteville et c'est mon premier livre de l'autrice. Et en livre encore plus ancien, nous avons Le crime de l'Orient Express dans cette magnifique édition des facsimilés prestige des éditions Masque. Donc Le crime de l'Orient Express qui est bien sûr un roman d'Agatha Christie. Et on commence avec Norferville de Franck Tillier, donc le nouveau Franck Tillier. Si vous ne connaissez pas Franck Tillier, il faut savoir que c'est l'auteur déjà de polar qui vend le plus en France chaque année, que c'est un auteur qui a écrit notamment une série avec Franck Charcot et Lucie Henbel. Cette série commence par 2 tomes de Franck Charcot tout seul, 2 tomes de Lucie Henbel toute seule avant qu'ils se rejoignent dans pas mal de tomes. C'est une série qui débute avec un côté gore et c'est un peu la réputation qu'il a, où c'est un peu sanglant, un peu violent et tout, et en fait petit à petit on va plutôt dans un côté scientifique, voilà, puisque en fait déjà dans le 2e tome de Lucie Henbel, on a un côté scientifique qui annonce les tomes suivants où on a souvent un sujet scientifique qui est creusé, etc. Voilà. Et en fait, ce sont les tomes de Charcot et Henbel sortent une année sur 2. Et l'autre année, Franck Tillier fait soit des one-shots, soit il a fait la trilogie du manuscrit inachevé. Avec le manuscrit inachevé, Il était 2 fois et Labyrinthe. Voilà. Donc là, cette année, comme l'année dernière, il a sorti La Faille, qui est un livre avec Charcot. Et bien du coup, cette année, on est sur un one-shot et on est sur Norferville. Norferville est très différent de ce que l'auteur peut écrire puisqu'il s'agit d'un polar nordique. Mais on n'est pas dans un polar nordique qui se passe en Islande, en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark. Non, on est sur un polar nordique qui se passe au Québec, mais dans une ville particulière qui s'appelle Norferville, qui n'existe pas. La ville a un nom un peu différent. Mais ça va bien avec ce que l'auteur souhaitait retransmettre, puisqu'on a Nord et on a Fer, et ça ce sont 2 choses importantes dans cette fameuse ville. C'est un livre du coup polar nordique, thriller d'ambiance. L'auteur nous rappelle régulièrement que c'est une ville hostile, où il fait très froid. On a des conseils pour se réchauffer, que ça ne sert à rien de mettre beaucoup de vêtements qui ont des épaisseurs importantes. Il faut plutôt s'intéresser à la composition du vêtement et à cumuler des bonnes compositions de vêtements et différentes qui vont se compléter plutôt que de cumuler des gros pulls. Voilà, ça c'est une note pour moi-même, je retiens. Pourtant c'était déjà écrit dans les livres de Montmalo, donc autre auteur français qui a fait des polars nordiques. Pour lui ça se passe au Groenland. Mais voilà, on va retrouver ça, on va retrouver des températures incroyables, on va retrouver vraiment des, j'ai plus les noms de figures de style que je voyais en première, mais des passages où en fait tout est tous les mots utilisés vont vraiment faire penser à ce froid, à la neige, à la glace et à quelque chose de très intense en fait. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de passages comme ça qui nous aident à nous mettre dans l'ambiance.
De mon côté, c'est un livre que j'ai écouté via Lizzie, je vous en avais déjà parlé parce que j'avais eu la chance d'être dans le studio d'enregistrement avec Franck Tillier quand un bout en fait, de ce livre a été enregistré, et notamment lorsque Franck Tillier lui-même a enregistré l'introduction, la conclusion de son livre, et puis les annonces pour Next Story, pour Audible aussi. Voilà, donc toute cette ambiance, elle est super bien retranscrite en version audio, et aussi par la voix de la comédienne, Lila Tamazit. On a deux personnages, on a Léonie et Teddy. Léonie, elle connaît cette ville, elle veut pas y retourner, elle connaît cette ville, mais elle doit mener une enquête puisqu'on a un personnage qui a été retrouvé mort. Ouais, mais en fait, ce personnage qui a été retrouvé mort, c'est une jeune fille qui est la fille de Teddy. Teddy est français, il est criminologue, et donc il va venir sur place pour aider à l'enquête. Pour avoir vu l'auteur récemment, il expliquait que le fait que Teddy soit criminologue, c'était assez pratique quelque part, parce que s'il était vraiment policier à je ne sais quel grade, il n'y aurait pas forcément eu de bonne justification pour que ce policier vienne mener une enquête à Norferville. Alors que criminologue, il a plus de liberté quelque part, comme s'il était indépendant en fait, et donc du coup, eh bien, il peut proposer ses services entre guillemets à Norferville, sauf que bah il veut enquêter sur le décès de sa fille. Voilà. Fille qu'il avait un peu perdu de vue. Léonie et Teddy, ce sont deux personnages qui ont des blessures, chacun des blessures différentes. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que Franck Tillier a déjà expliqué. Pour lui, le point de départ presque d'un personnage, c'est sa blessure. Un personnage qui n'a pas de blessure, qui n'est pas un peu cabossé et tout, pour lui aura moins d'intérêt, il pourra moins... Je vais pas dire s'amuser avec, parce que c'est pas très beau selon les blessures que le personnage a, mais il y aura moins de matière en fait pour créer quelque chose. Donc là on a un duo Léonie-Teddy, différent de Franck Charcot et de Lucienne Bell. Bon, il n'y a pas la même différence d'âge entre les deux non plus, parce que voilà, il y a pas, Léonie et Teddy n'ont pas le même âge. C'est une relation très différente. Et puis, quelque part, il y a l'enquêtrice versus le père de la victime aussi, même si le père de la victime est criminologue. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont changer. Donc, c'est un duo aussi, un duo avec un personnage masculin, un personnage féminin, mais c'est un duo qui ne m'a absolument pas fait penser à Franck Charcot et Lucienne Bell. Donc c'était assez intéressant par rapport à ça, et puis tout comme Norferville qui est une enquête qui ne m'a pas du tout fait penser aux enquêtes de Franck Charcot. Donc voilà, c'était assez un livre qui change pas mal de la série qu'on connaît, et qui était bien, qui était pas un coup de cœur non plus pour moi, mais qui était bien et qui se lit bien et que je vous conseille. Et moi, vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un moment, je trouve que lire un polar nordique quand il fait chaud, c'est vraiment très bien. Donc si l'été souhaite revenir, ce que on nous croise les doigts vraiment très très fort, parce que ce serait chouette quand même d'avoir un été, c'est juste ma saison préférée et c'est même ma saison nécessaire dans mon équilibre, je pense. Donc j'en ai besoin, j'ai besoin d'avoir un été, mais si un jour nous en avons un, eh bien, Norferville peut être une bonne façon de vous rafraîchir. Voilà. Je continue avec Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, et j'espère que je ne vais pas passer une demi-heure à vous parler de ce livre, parce qu'à chaque fois que je parle d'Agatha Christie, c'est toujours très long. Le Crime de l'Orient Express, c'est l'un des livres d'Agatha Christie le plus connu et le plus vendu, avec Ils étaient 10. C'est un livre que je connais depuis très longtemps, puisque j'en ai entendu parler pour la première fois lorsque j'étais en 5e. Ça date. J'ai 38 ans pour encore quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, ça date un petit peu, n'est-ce pas? Et donc, ce livre avait été présenté par un copain à moi en classe. Et c'était intéressant, enfin rien qu'en fait de vous en parler, je me rappelle de ce moment, du moment où ce fameux copain, dont je me rappelle aussi du prénom mais je ne le dirai pas,
avait présenté ce livre, c'était intéressant et tout. Et en même temps, j'étais pas tout à fait prête à lire un Agatha Christie à ce moment-là. Et donc, en le titillant un petit peu, en lui posant quelques questions et tout ça, parce qu'il nous avait dit que le dénouement, il était incroyable. Hein. Et ben du coup, je lui avais tiré les verres du nez en lui disant que mais non, vraiment, je promettais que jamais je ne lirais le crime de l'Orient Express. Je voulais vraiment connaître le dénouement. Est-ce qu'il pouvait me le dire pour que je puisse le connaître et savoir, parce que ça me titillait trop et tout. Et donc, il me l'avait dit. Ah Et l'année d'après, j'ai déménagé à plusieurs centaines de kilomètres. Et en quatrième, eh bien, nous avons lu un Agatha Christie en cours de français, c'était Ils étaient 10, et c'est à partir de ce moment-là que ma folie Agatha Christie a débuté. Sauf que le crime de l'Orient Express, je comprenais bien que c'était l'un des meilleurs Agatha Christie, impossible de m'enlever ce dénouement, enfin en plus c'est une période en fait où je commençais les Agatha Christie et à chaque Agatha Christie j'allais voir ma mère pour lui dire « Tu l'as lu celui-ci? Et est-ce que celui-là tu l'avais lu? Et t'en avais pensé quoi ?» Et ma mère me disait « Oh, je sais plus. » Et moi je me disais « Comment on peut ne pas se rappeler si on a lu un livre ou pas ?» Bien des années après, si ma grande venait et me disait « Tu l'as lu celui-ci » Bon, bien sûr, les plus connus, on s'en souvient. Mais il y a plein de titres dont on se souvient pas forcément. Donc voilà. Donc c'est un âge où moi, de mon côté, j'avais quand même une bonne mémoire que j'ai plus ou moins perdue par la suite. Disons qu'il y a tellement de choses à mettre dans notre tête qu'on fait une sélection. Et du coup, à cet âge-là, je peux vous dire que le dénouement, il ne m'était absolument pas sorti de la tête. Je m'en souvenais très bien. Si bien que j'avais pas très envie de lire tout de suite Le crime de l'Orient Express. J'ai attendu un petit peu, et puis je l'ai lu. Je l'ai lu dans une version très vintage, hop, dans une version livre de poche, très vintage, comme vous pouvez le voir, avec les pages bien jaunies, voilà. Et donc je l'ai lu, et alors, il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ce livre, et qu'on retrouve par la suite, mais quand je dis que j'ai attendu avant de l'avoir lu, oui, mais j'ai pas attendu 3000 ans. Hein. Et alors, il y a quelque chose. Est-ce que ça fait partie des pages que j'avais marquées pour y revenir? Oui, tout à fait. Ah. Au moins, je me souviens de mon fonctionnement de l'époque. Petite coche sur cette page-là. Et cette page-là nous donne l'organisation du train. Qui est dans quelle cabine? Donc, je l'ai lu par la suite, en me souvenant du dénouement. Et en me disant, j'ai peut-être mal compris parce que le dénouement, non, c'est pas possible. Plus j'avançais dans la lecture et plus je me disais, non, c'est pas possible. J'ai du mal à comprendre, ça pouvait pas être ça. Et puis, si, c'était ça. Et ça m'arrive avec certains Agatha Christie que je relis, où je commence le livre et je me dis, ah, je me rappelle, c'est ça. Bon, allez, c'est ça. Mais en fait, petit à petit, dans ma lecture, je rejoue le jeu, je rejoue la détective amateur, et je me dis, non, mais en fait, ça peut pas être ça. Mais j'ai dû me tromper, mes souvenirs sont inexacts, ça doit plutôt être cette personne. Et paf, en fait, je me fais avoir, et non, mes souvenirs du départ étaient bons, mais c'est juste que j'avais oublié. Donc, Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, c'est un roman policier qui pour moi fait partie des plus classiques d'Agatha Christie. On est dans un huis clos, donc ils sont tous coincés dans cet Orient Express, coincés par la neige, hein, c'est ce qu'on voit sur cette magnifique édition qui m'a été offerte par Isabelle Lecture. Ils sont coincés dans la neige, l'autrice est déjà allée dans ce fameux Orient Express, donc elle a pu s'inspirer de sa visite, de son trajet pour mettre quelques détails. Le fait que l'Orient Express ait été immobilisé par la neige, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Donc pareil, elle s'est aussi inspirée de cette chose-là. Le problème, et c'est ce que je vous avais dit dans une petite vidéo en réel sur Instagram, et en short sur YouTube et en vidéo sur TikTok, c'est qu'on n'a aucune trace d'écriture en fait. Agatha Christie avait des carnets d'écriture et j'ai un livre qui répertorie ces carnets en fait, avec des petits points particuliers. Alors je trouve le découpage du livre très particulier parce que de mon côté j'aurais eu tendance à faire un découpage par titre. C'est pas le cas, mais à la fin
on a une sorte de, je sais pas comment dire, de table de matière. Enfin, en tout cas, on a tous les titres et toutes les pages où ces titres sont mentionnés. Et en fait, on n'a rien sur l'Orient Express. Il y a même pas une petite note, en fait. Donc, on ne sait rien de son cheminement, et dans son autobiographie, elle en parle quasiment pas. C'est un livre qui est sorti début des années 1930, première moitié des années 1930. Et comme je vous dis, pour moi, c'est un livre qui est vraiment... qui fait partie des livres les plus classiques, les plus à la construction qu'on retrouvera par la suite. Moi, quand je parle d'un Agatha Christie classique, je vais un peu parler du crime de l'Orient Express. On a Hercule Poirot, on a un nombre de suspects fini, c'est un huis clos. Donc, un crime se passe, un meurtre se passe. Les suspects, les personnes présentes sont interrogées une à une en présence de Poirot. Et souvent, il a un petit côté consultant. Souvent, il accompagne la police locale. Et puis, une fois que tous ces interrogatoires sont terminés, Poirot réfléchit, liste des choses, parfois aussi, ses déductions, les faits qui ne trouvent pas encore de place dans son puzzle, mais il les garde parce qu'il sait que ce sont des choses importantes. Et parfois, ces pièces-là peuvent tout rejouer, en fait. C'est-à-dire qu'il a... Enfin, si on reprend la comparaison avec un puzzle, eh bien... On a ce puzzle qui commence à se former avec des pièces de façon logique, sauf qu'il reste des trous et les pièces qu'il a entre les mains, elles ont pas la bonne forme. Eh bien, c'est qu'en fait, le puzzle qui a été construit jusqu'à présent, il était peut-être pas construit correctement. Donc, il faut peut-être détruire des morceaux, ce qui signifierait couper des liens qui semblaient logiques, mais qui peuvent être logiques aussi. Mais d'autres liens peuvent aussi paraître logiques et c'est peut-être ceux-là qu'il vaut mieux emprunter. Genre un labyrinthe avec plusieurs trucs. Enfin, bref, vous devez en avoir ras-le-bol de toutes mes comparaisons. Mais donc on a ça, puis en fait du coup il réfléchit et puis il se dit, alors pour que cette nouvelle logique m'amène au dénouement final, eh bien il y a peut-être eu un ou deux mensonges de certains. Et donc, il va lancer des idées comme ça, l'air de rien, en disant « Si vous m'avez menti, ce serait bien de revenir me voir, etc. » Et puis, en fait, on assiste à presque une seconde série d'interrogatoires, soit parce que lui-même va faire venir les personnes en disant « Mademoiselle Machin, vous m'aviez dit que ce mouchoir n'était pas à vous. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une façon de changer votre réponse? Est-ce qu'on n'a pas un chemin auquel on ne pensait pas? Est-ce que vous ne m'avez pas menti? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'en fait, il serait plutôt à vous dans telle et telle condition? Ah, voilà. Donc, il y a ces côtés-là. Et puis, parfois, c'est les personnes qui viennent d'elles-mêmes voir Hercule Poirot en disant j'avais menti, j'avais dit que je m'étais coupé les ongles en partant de la main droite et en fait c'est en partant de la main gauche, je suis désolée. Et voilà, Hercule Poirot les remercie d'avoir avoué un truc dont tout le monde se moque. Voilà. Bon. Des fois, c'est un peu ça, les révélations, ça ne sert à rien, mais derrière, chacun vient soulager sa conscience, et en fin de compte, si ça va servir à quelque chose, parce que on sent que dans certains interrogatoires, Poirot va interpréter parfois le non-verbal. Du style, il peut y avoir du non-verbal qui va lui donner l'impression que, eh bien, qu'en fait, la personne lui ment ou qu'il y a un truc qui est un peu bizarre et qu'il faut creuser. Et donc, quand la personne vient soulager sa conscience en disant un truc qui paraît et qui peut être au final vraiment insignifiant, derrière, la boucle est bouclée, on comprend pourquoi, eh bien, le personnage réagissait de cette façon-là. Voilà. Le crime de l'Orient Express, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas envie de vous dire grand-chose d'autre. Hein. Le contexte est déjà pas mal. Oui, écoutez, on a plein de personnages. On a un personnage qui meurt, assez antipathique. Même Poirot, hein, en le croisant dès le début et tout, il dit, personnage antipathique. Monsieur Ratchett. Monsieur Ratchett, il a tenté d'embaucher Poirot parce qu'il se sentait en danger, mais personnalité particulière et Poirot lui faisait pas confiance. Voilà. Donc, bon. Mais en fait, ce monsieur Ratchett, il va être tué. De plein de coups de couteau en plus. Ce qui montre une certaine rage, hein, vous voyez, c'est pas juste un coup de couteau bien placé, c'est... Donc,
C'est bizarre. Chez Agatha Christie, c'est rarement gore, c'est rarement violent. Là, on a affaire presque à un crime violent dans l'univers d'Agatha Christie. Et donc voilà, Poirot va petit à petit mener son enquête, etc. Je connais le dénouement par cœur maintenant, je le connais par cœur. Et pourtant, à chaque relecture, je suis surprise de quelque chose. Là, il y a 3 choses. Déjà, le dénouement arrive vraiment en fin de livre, sur quelques pages en fait. Alors que parfois, les dénouements d'Hercule Poirot prennent un 5e du livre. C'est assez important, un 5e, un quart, oh, je sais pas, peut-être pas, mais là, le dénouement est en fait assez court. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est les pièges que nous tend Agatha Christie. Et ça, je peux pas vous le dire, je peux rien vous dire pour pas vous spoiler, mais en fait, elle va mettre des pièges, voilà, elle va mettre des pièges. Elle nous met dans une direction. Et son dénouement, il est extraordinaire. Et vraiment, bon, on trouve toujours des gens pour nous dire « Ah, j'avais deviné ». Moi, c'est souvent ça, le jeu, maintenant qu'on connaît mon roman policier préféré, qui est Le meurtre de Roger Ackroyd, de la même autrice. Régulièrement, on me dit « Ah, c'est ton roman préféré, mais j'avais tellement deviné ». Oui, bah tant mieux. Moi, je l'ai lu, j'avais 12-13 ans, enfin ouais, peut-être 14. Voilà, enfin c'était pour moi ça restait, je vais pas dire magique, mais brillant en fait. Et là à nouveau, ce dénouement il est brillant. Donc voilà, je veux pas vous vendre du rêve parce qu'encore une fois, je vais avoir plein de messages de personnes qui vont me dire mais je l'avais tellement trouvé, tellement évident. Enfin c'est bon quoi. Enfin voilà. Donc bon. Donc je veux pas vous vendre du rêve. Moi je trouve que c'est quand même un sacré truc, c'est du génie. À partir du moment où Agatha Christie a proposé un tel dénouement, je pense que aucun auteur ne peut le reprendre. Ce livre est trop connu. Si quelqu'un reprend ce dénouement, forcément on dira oh, c'est bon, c'est du Agatha Christie, on l'a déjà vu. Il y a plein de dénouements qui peuvent être repris, mais y compris chez Agatha Christie. Je peux vous lister plein de livres dont les dénouements sont repris et re-repris et re-repris et elle-même reprend un dénouement parce qu'elle l'a même peut-être pas inventé. C'est des choses qui peuvent paraître assez classiques en fin de compte, tout en étant surprenants. Là, le Crime de l'Orient Express, pour réussir à utiliser le même dénouement, franchement, sans plagiat, chapeau. Donc voilà, moi j'ai apprécié la façon dont elle a réussi à brouiller les pistes et à forcer le fait qu'on parte dans une mauvaise direction et on le voit. Enfin, une fois qu'on a lu le livre, relu, etc., on le voit. Et il y a autre chose que j'ai aussi beaucoup aimé, et c'est un détail, c'est qu'à un moment, il y a un dialogue entre Poirot et la personne qui gère la compagnie de train en fait, et dans leur échange, ce personnage dit « Si j'étais Balzac, je vous décrirais les personnages de ce train de cette façon-là. » Et Poirot répond « Ah bah écoutez, moi en tant que détective, si je devais décrire quelque chose, c'est que s'il se passe un meurtre dans ces conditions-là, on est mal ou un truc comme ça. » Enfin voilà. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, Agatha Christie ne peut pas citer Balzac. Je sais pas, je m'en suis jamais rendu compte, c'est bizarre. En plus, c'est un auteur français. Est-ce que vraiment elle a été jusque-là dans la référence? Est-ce que c'est pas une liberté de traduction? Parce qu'on sait qu'à certaines époques, les traductions étaient quand même assez olé olé. Et que derrière, on était plus en train de lire la plume du traducteur que la plume de l'auteur. Même s'il me semble que maintenant, c'est de mieux en mieux et qu'on s'attache à vraiment à être le plus fidèle possible au livre. Donc, je suis allée regarder dans d'autres de mes Agatha Christie, puisque j'en ai beaucoup. Et en fait, en regardant ce dialogue, mais je tombais tout le temps sur Balzac. J'ai dit, ok, c'était peut-être une spécificité française. Donc, je n'ai pas le livre dans sa version originale, mais je l'ai en italien. Et donc, je suis allée voir en italien. Et effectivement, Balzac est bien cité. Donc, j'imagine que c'est la même chose dans la version originale. Et je trouvais ça assez rigolo. Voilà. Et c'est quelque chose que je n'avais pas noté jusqu'à présent. Donc, toute relecture est utile. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore lu, bien évidemment, je vous le conseille. Si vous trouvez que la fin était trop évidente pour vous et que ça ne fait pas partie des meilleurs romans policiers une fois que vous l'avez découvert, ne me le dites pas forcément, laissez-moi dans mon illusion que Agatha Christie est un génie et que ce livre-là est vraiment un chef-d'œuvre.
Autre style, je continue avec Emma. Emma de Jean Reno. On m'a dit sur Instagram que ce livre faisait très... Mince, j'ai un marque-page qui tombe. Que ce livre faisait très romance. Je vous avoue que j'y ai pas pensé parce que je savais vraiment que c'était... qu'il s'agissait eh bien d'un thriller. Suspense, espionnage, amour, oui. On n'est pas sur un roman policier classique. Hein. De toute façon, c'est pas grave, je vous ai déjà parlé d'un roman policier classique. J'ai lu ce livre alors que j'avais abandonné un livre qui était extrêmement plat, sans dialogue. J'arrive de moins en moins à lire un livre sans dialogue. Enfin, pour moi, ça vient tellement pimenter, rendre le rythme haletant, puis, enfin voilà, ça donne du rythme tout simplement un dialogue. Quand on défile les pages sans dialogue sur des personnages très égocentriques. J'ai du mal. Donc, je venais de laisser de côté ce livre et je me suis dit, bah, je vais lire celui-là. Oui, mais j'ai toujours des petits a priori avant de lire un livre, parce que là, je me dis, bah, je lis un livre de Jean Reno. Ok, le premier livre de Jean Reno, le premier thriller. Enfin, donc, ok. Est-ce que ce n'est pas juste un livre qui se vend parce qu'il y a écrit Jean Reno sur la couverture? Est-ce que le livre va être à la hauteur de cet acteur? J'étais pas sûre. Enfin, j'étais pas sûre, mais j'avais envie de le lire aussi. Enfin, ce truc de... je suis pas tout à fait sûre, mais en même temps, ça m'intéresse. Je voudrais vraiment me faire mon propre avis et voir. Et en fait, dès le début, il y a du rythme. Donc moi, c'était déjà mon besoin, si vous voulez. Après un livre, voilà, c'est dommage, mais voilà, après un livre un petit peu lent, avoir comme ça le début bien rythmé, ça fait du bien. Ça faisait du bien. C'est d'ailleurs un chapitre 0 hein, qui fait une page et dans ce chapitre-là, on va avoir la blessure d'Emma, sa blessure d'enfance quelque part, qui sera toujours présente tout au long du livre. Ensuite, on est des années après, Emma, elle a 28 ans, elle est masseuse. Ça peut être un peu particulier parce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit détective ou je ne sais quoi. On est dans un livre, dans un thriller, un livre à suspense. Mais non, elle est masseuse. Elle a un côté dynamique, elle a un côté un peu explosif, mais elle ne va pas tout le temps jouer à être borderline. Elle reste bien dans ses limites, dans son cadre, mais ça ne l'empêche pas de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, par exemple. Mais donc, en fait, c'est très particulier parce que elle est... enfin, c'est un personnage avec une forte personnalité et en même temps qui va douter, qui va essayer de faire au mieux, qui va se poser des questions, donc vraiment humaine en fin de compte. C'est vraiment ce personnage qui m'a beaucoup plu. Avec ce livre, on va voyager, on va se retrouver au milieu de services secrets. J'avais un petit peu peur du côté géopolitique très marqué, mais non, ça reste accessible. C'était assez original par le contexte en fait. Enfin, on démarre. Écoutez, elle est masseuse comme je disais. Enfin, ok, d'accord, très bien. Et puis en fait, petit à petit, elle va partir au sultanat d'Oman. Et donc, l'histoire va légèrement évoluer. C'était original, ça se lit bien, hein, bon rythme et tout, assez dynamique comme je vous le dis. C'est pas un coup de cœur. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas adoré non plus, mais je suis contente de l'avoir lu parce que je voulais vraiment avoir un avis sur ce livre et voilà, je l'ai maintenant. Donc c'était Emma de Jean Reno. Et je termine avec Rentre avec la nuit, qui est mon premier livre, ma première lecture de Lisa Jewell, qui m'a également été offert par Isabelle d'Isabelle Lecture, et je suis ravie d'avoir découvert cette autrice.
Contexte un petit peu similaire au livre précédent, puisqu'en fait, j'ai lu ce livre après 2 abandons. J'ai eu un mois de juin magnifique, rempli d'événements littéraires, donc ça c'était très très bien. J'ai été malade, bien malade, voilà. C'est le mois de juin, je suis maman de 3 enfants, enfin vous imaginez, le mois de juin quand on est maman, ou papa, hein, c'est très 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 prenant, hein, vraiment. Et puis voilà, comme tout le monde, je travaille. Et puis le mois de juin au travail, c'est pas un mois, c'est pas le mois le plus chargé de l'année, mais c'est un mois où on travaille, quoi. Enfin voilà. Et donc faut tout assurer partout, et derrière à la fin, une fois qu'il faut tout assurer partout, il n'y a pas ce côté de je suis en vacances pendant 2 mois comme les enfants, quoi. Non. Après, faut continuer. Je vais tenir jusqu'au bout. Voilà. Donc le mois de juin était très particulier. Et donc, sûrement par rapport à ça aussi, j'ai abandonné pas mal de livres. Et là, en l'occurrence, je venais d'abandonner 2 livres. Et du coup, il me fallait un livre, genre une valeur sûre. Ouais, et en même temps, j'étais dans une période où j'aimais sortir de ma zone de confort. Alors, comment allier les deux? Parce qu'en fait, forcément, si je sors de ma zone de confort, il y a un risque d'abandon. Mais là, je voulais pas abandonner. Et donc, je suis quand même sortie de ma zone de confort dans le sens où je découvre une autrice, mais qui a l'air d'être plutôt une valeur sûre. Et on est sur du thriller et tout, et donc c'est quand même ce que j'apprécie. Donc, c'était une sortie de zone de confort globalement maîtrisée. Hein. Donc, premier livre de l'autrice, ce sera pas le dernier, c'était hyper haletant, j'ai adoré. Dans ce livre, on suit entre autres Tallulah. Tallulah, elle a, je sais pas si on le prononce comme ça, elle a 19 ans et elle est partie à une soirée avec son copain, elle n'est pas rentrée et sa mère n'a aucune nouvelle. On est sur une triple temporalité. Vous voyez déjà le côté bien rythmé et tout, triple temporalité avec des chapitres globalement courts. Donc, on va dire que maintenant, c'est le moment où Tallulah est partie en soirée, elle n'est pas rentrée. Sauf qu'en fait, Tallulah, elle avait 19 ans, ok, mais elle était maman. Et ne pas rentrer alors qu'elle adorait son enfant, c'était quand même très bizarre. On a une autre temporalité qui est dans le passé, qui va nous faire remonter petit à petit la vie de Tallulah, en fait, parce que dans le présent, on est plutôt avec la mère de Tallulah, ce qui s'est passé, comment elle le vit, ce qu'elle suppose. Quand on part dans le passé, on peut mettre en parallèle la réalité et ce que la mère suppose. Et yes, ça peut être parfois des choses différentes. Et puis on a une troisième temporalité qui est 2 ans après le moment où on n'a plus de nouvelles de Tallulah. On a un autre personnage qui va creuser un petit peu à sa façon et c'était assez sympa en fait. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé aussi. Et il s'avère que 2 ans après, eh bien, elle tombe sur cette histoire de disparition. Et elle va creuser 2-3 petites choses pour en savoir davantage et puis savoir où est-ce que cette affaire en est, voilà. Donc c'est vraiment rythmé, enfin vous imaginez 3 temporalités comme ça, enfin c'est vraiment, c'est bien rythmé, c'est bien écrit, c'est bien traduit, on a envie de continuer, il y a un côté page turner, enfin voilà, c'est vraiment très très bien et c'est tout à fait ce dont j'avais besoin en fin de compte après mes 2 fameux abandons. Le dénouement, il est top, il est surprenant. Alors, il est surprenant. Bon, des choses auraient pu ne pas être devinées, parce que peut-être un peu particulières, mais d'autres, au contraire, si. Donc au final, ça reste un dénouement tout à fait plausible, même s'il y a certains points que le lecteur n'aurait pas pu deviner, mais en général, moi, quand je dis que je trouve un dénouement, c'est que je trouve qui a fait quelque chose, globalement pourquoi, mais pas non plus dans les détails complets, etc. Voilà, donc j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ça, et j'ai bien aimé ouais, les personnages aussi, et le côté les apparences sont trompeuses. C'est pas... Enfin, j'aurais un peu de mal à le classer parce que peut-être un côté thriller psychologique, même si un thriller, voire thriller domestique, même si
c'est pas totalement ça non plus, mais ça a des airs d'un thriller domestique. Mais ouais, comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé et donc j'ai juste envie de découvrir d'autres livres de cette autrice. Vous m'en avez conseillé plein. C'est vrai que j'en ai d'autres dans ma palle et donc voilà, je n'ai plus qu'à les prendre et à les lire. Voilà, donc c'était Rentre avant la nuit de Lisa Jewell que je vous conseille. Et je vais m'arrêter là parce que écoutez, c'était déjà pas mal, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera toujours très plaisir. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt!